Aujourd'hui, on se réunit pour une réunion de bilan de mi-mandat de notre cher député Hugo, qui n'a pas pu le faire l'année dernière parce que M. Macron a dissout l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez que les Français se sont exprimés et que malgré le vote très clair des Français, il a piétiné la démocratie. Il n'a pas voulu qu'on soit aux responsabilités. Mais je vous le dis, ce n'est que partie remise, parce que la Macronie n'aura pas le choix. Elle sera obligée d'accepter la volonté du peuple qui va s'exprimer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce n'est qu'une question de temps. Soyons patients. Merci. Alors, pour introduire la rencontre d'aujourd'hui, je voulais simplement rendre, moi, un hommage, en fait, à vous tous qui êtes des militants associatifs, des militants politiques, des militants syndicaux, que vous soyez aussi des élus au niveau local, au niveau régional, au niveau national. J'ai envie de vous rendre hommage à vous. Je vous invite d'ailleurs à vous applaudir vous-même pour tout ce que vous avez fait ces dernières années. Vraiment, je vous dis bravo. Et j'ai envie aussi de rendre hommage à tout ce travail qui a été fait sur le terrain, qui a été fait et qui continue d'être fait. Et je me dis, mais c'est énorme là, le travail qui a été effectué, alors, parce qu'il n'y a pas seulement du travail de militant, mais il y a aussi des propositions derrière qui sont faites. Il y a aussi des principes auxquels vous n'avez pas abandonné. Et cette ténacité face à l'adversité, vraiment, vraiment un grand bravo. On reconnaît aussi ces militants, ces élus qui font aussi des propositions très concrètes pour les Français. Donc vraiment un grand merci, d'autant plus que vous connaissez le contexte, l'ambiance au niveau national, mais même au niveau local. On a eu la démonstration, ne serait-ce que ce soir. L'ambiance délétère, et c'est un peu du tous contre les filles, quoi. Donc vraiment, pour ça je vous dis d'autant plus chapeau, tous les jours, on nous attaque. En fait, il y a une campagne électorale nationale quotidienne, toute l'année, même matin, midi, soir, que ce soit que ça vienne de la droite ou de l'extrême droite, ou des médias dont quelques milliardaires détiennent justement la grande partie des médias, et aussi de certaines personnes qui se disent de la social-démocratie. Donc vraiment, je vous dis chapeau, moi je vous tire mon chapeau, et j'ai envie de dire aussi, mais qu'est-ce qui les fait peur en fait? De quoi ils ont peur finalement? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ça les dérange finalement? Qu'est-ce qu'on fait qui les dérange réellement? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, on est dans les quartiers populaires, et on vit dans les quartiers populaires. On est aussi... on a aussi toutes ces valeurs qui sont en nous, des valeurs d'humanité, de solidarité. Ça les dérange aussi de demander que le droit international soit respecté. Ça les dérange aussi. Et de donner aussi des injustices. Et surtout aussi, à la France insoumise, et les militants aussi associatifs que vous êtes dans les quartiers populaires, vous savez aussi qu'on donne la voix aux sans-voix. Et ça dérange aussi. Et au-delà aussi de ces expressions qui sont faites, à la France insoumise, il y a aussi une alternative qui est proposée. Les élus travaillent et proposent, que ce soit dans les domaines des retraites, de l'éducation, de la santé, de l'écologie et même de la démocratie, puisqu'on est quand même très militant pour la 6e République. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qui les dérange. C'est ce qu'on propose et ce qu'on est aussi finalement. Parce qu'on est des citoyens engagés, on est des citoyens avec un cœur. Oui, on est solidaires. Oui, on dénonce les injustices. Oui, on est pour toutes ces valeurs humaines et on est de gauche. Oui. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on représente, mais aussi du concret, c'est qu'on propose aussi un programme de rupture. Et c'est ça aussi qui fait peut-être peur à certains, mais qui donne aussi beaucoup d'espoir pour les Français. Parce qu'on propose un programme de rupture qui est réaliste et réalisable. Donc je vous invite une dernière fois à vous applaudir vous-même et à vous dire qu'on est capable de faire mieux et nous allons faire mieux. Bravo à vous. Alors pour démarrer cette réunion, on va commencer par une première intervention.
Alors, c'est un peu une devinette. Il est conseiller municipal d'opposition. Jusque-là, à Villeneuve-d'Ascq. Très présent dans les quartiers populaires. Il est très actif aussi au conseil municipal d'Antoine. Je vous demande d'applaudir Antoine Marzalek. C'était dur, ouais. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses ce soir. Merci d'abord à Hugo Bernalicis, député de la 2e circonscription du Nord, de venir faire son bilan ici à Villeneuve-d'Ascq. Un merci tout particulier à Daniel Obono, député de la 17e du Nord, de circonscription de Paris, dans le 18e arrondissement. Merci à Aurélien Lecoq, député de la 1re circonscription du Nord. Bien sûr, merci aux militants et aux militantes qui ont rendu cet événement possible, sans qui, de toute façon, on ne pourrait pas être ici, au milieu d'un quartier populaire, au milieu du centre social du centre-ville. Merci au président, de nouveau, du centre social du centre-ville, qui nous permet de faire cette réunion ce soir. C'est vraiment un immense plaisir. C'est vraiment un immense plaisir de venir vous accueillir ici à Villeneuve-d'Ascq ce soir. Moi, je suis Antoine Marzalek et ce soir, je prends la parole comme un militant actif de terrain qui va dans les quartiers populaires. Je suis présent depuis de nombreuses années et avec mes camarades insoumis, Garance Guy-Régivers, ma co-animatrice du groupe d'action, mais tous les camarades insoumis de Villeneuve-d'Ascq, sans qui aujourd'hui, la 2e circonscription, Villeneuve-d'Ascq, Mont-Saint-Barreul et toutes ces autres villes ne seraient pas insoumises. Parce qu'à la France insoumise, nous pensons que la politique ne se décide pas au coin d'une table entre quelques-uns qui sont déconnectés de la réalité. Et parce qu'à la France insoumise, nous pensons au contraire qu'il faut aller voir les habitants et les habitantes, et notamment les jeunes des quartiers populaires, et les dégoûter de cette politique de col blanc. Nous, militants de terrain, arpentons la ville jour après jour, et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous sommes tant présents dans le pays. Un député insoumis, ce n'est pas juste quelqu'un qui vote bien à Paris, c'est quelqu'un qui agit ici, avec nous, sur le terrain, comme il le fait depuis de nombreuses années. Et je le redis de nouveau, ici à Villeneuve-d'Ascq, dans la 2e circonscription, on a de la chance d'avoir des députés comme Hugo Bernalicis. À Paris, ils ont de la chance d'avoir des députés comme Daniel Obono. Dans la 1re circonscription du Nord, ils ont de la chance d'avoir un député comme Aurélien Lecoq. Parce que être député, c'est avant tout être à l'Assemblée nationale, mais aussi accompagner les militants et les militantes de terrain, comme ils le font depuis des années. Soutenir les locataires qui ont besoin d'aide dans leur démarche. Interpeller les bailleurs sociaux. Faire remonter la colère et les injustices des habitants et des habitantes de nos villes. C'est là où le travail parlementaire rejoint celui des militants locaux. Et je souhaite ici faire un bref constat de ce que nous voyons quotidiennement sur le terrain. Cafards, punaises de lit, humidité, moisissures. Ce ne sont pas une ou deux personnes isolées, mais bien des dizaines de témoignages de personnes qui vivent dans des logements insalubres que nous récupérons jour après jour, porte à porte après porte à porte, menés par exemple par les camarades qui sont devant moi au Fiacre et au boulevard Albert Ier. Le droit au logement n'existe pas pour ces familles qui sont abandonnées. C'est une souffrance quotidienne, comme aux immeubles que je viens de citer. Et dans ce cas, comment peut-on parler de république, de dignité et d'égalité quand on laisse des enfants dormir dans des logements délabrés, des mères isolées, vivre dans la peur que le plafond s'effondre, ou alors qu'on laisse des jeunes payer des loyers indécents pour 15 mètres carrés, des étudiants qui sont logés dans des logements insalubres. C'est pour ça que jour après jour, semaine après semaine, nous organisons des caravanes populaires avec le député, avec les militants locaux, parfois de Villeneuve-d'Ascq, parfois d'Elem, dont Lucas Fournier est le représentant ici, parfois de Mont-Saint-Barreul avec Emeric. Ce travail nous permet d'interpeller les bailleurs sociaux, d'aider les habitants et les habitantes à faire face aux expulsions, d'interpeller celles et ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Mais ce travail, il ne devrait pas reposer sur
les militants locaux, bénévoles, je le rappelle, ils devraient être garantis au contraire par l'État et par tous les services publics. Ce qu'on fait, ce n'est pas du porte-à-porte électoral, ce n'est pas un plan communication. Quand un collège perd des classes, comme à Rabelais, à Mont-Saint-Barreul, nous on y est sur le terrain. Quand la prévention spécialisée est étranglée, on en parle. Quand les habitants nous disent leur colère, leur fatigue, eh bien on relaye leur voix. Et les autres, je parle de tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? La réponse, moi j'ai milite sur le terrain, les camarades aussi, on ne les voit pas beaucoup les autres. Mais nous croyons en une politique qui est populaire. On ne la délègue pas et on cherche à la fabriquer avec tous les habitants. La politique doit être populaire, doit être fabriquée ensemble avec les habitants des quartiers populaires, de Pont-de-Bois, de l'Hôtel de Ville, des Tours de l'Europe à Mont-Saint-Barreul ou d'Élem. Merci à tous les habitants qui nous font confiance. Merci aux militantes et aux militants qui tiennent bon, parce que la tranchée, elle est extrêmement dure à tenir, en prouvent les débats du moment. Merci aux parlementaires insoumis qui relayent tout le travail de terrain qui est fait. Dans toutes les batailles que nous menons, et dans toutes celles et ceux qui sont à venir, ce soir, et plus que jamais, je suis extrêmement fier d'être insoumis. Bravo, merci Antoine. Justement, tu parlais des problèmes de logement et je vous invite à entendre justement le témoignage pour cette deuxième intervention d'une citoyenne très très engagée à Mont-Saint-Barreul, tout près d'ici, qui s'est engagée auprès des locataires, auprès des riverains, contre une réhabilitation imposée par Veolia et qui tourne au cauchemar. C'est une réhabilitation de 4 millions d'euros. Et pourtant, c'est la catastrophe. Je vous invite à écouter le témoignage de Sandrine Danel. Donc, bonjour à tous. Désolée, mais pour moi, c'est une première. Donc, je vais vous parler vite fait de ce qu'est tout ce qu'on a connu pendant la réhabilitation. Ça a été un cauchemar. Déjà, on n'a pas été averti, enfin, si, on a été averti, mais on n'a pas été mis au fait de tout ce qui allait être fait dans les appartements. Il y a des locataires, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la tête de tout ce mouvement, parce qu'il y avait des locataires avec des cafards. Il y a un jeune couple dont le papa a la maladie de Charcot. La maman est en arrêt de travail pour l'instant parce qu'elle a un 3e petit schtroumpf. Et puis les enfants devaient manger sur leurs genoux parce que les cafards étaient partout, même dans leur lit. La maman, pour qu'ils puissent aller à l'école, fouillait les sacs et leur disait « c'est pas grave, c'est des mouches » pour dire que les enfants soient intégrés à l'école, pour pas qu'ils soient rejetés à cause des problèmes que ça peut causer. Quand on parle d'un cafard, les gens sont sales. Et là, ce n'était pas le cas. La dame, elle en a perdu sa raison de vivre tant qu'elle était dans cette situation. Après, il y a eu du moisi partout. Alors, les travaux, n'en parlons pas. C'était au petit bonheur la chance quand c'était réussi. Et puis, quand j'ai vu comment tout était parti, j'ai demandé de l'aide. Et grâce à l'aide d'Hugo, de son équipe, on a réussi à sortir un petit peu la tête de l'eau. On en rencontre encore des problèmes, puisque y a eu canalisations qui ont été percées, puis les gens, pendant l'hiver, ils ont eu le droit à 2 petits radiateurs. Ils avaient des pièces sans chauffage. C'est qu'une colonne de l'immeuble qui a été touchée. Ils ont eu le droit à 2 petits radiateurs et ils auront peut-être, parce que là, ils l'attendent toujours, une réduction sur leur facture électrique. On a la preuve noir sur blanc, comme quoi Veolia va faire quelque chose, mais ils attendent toujours. On a eu des installations de nouveaux thermostats. Les thermostats n'étant pas réglés, on a les chauffages qui se sont mis en route. C'est pas grave. On a peur pour la facture que tous les locataires vont se prendre, sachant le prix actuel de charge. Honnêtement, moi, ça me fait très peur parce qu'il y a des gens qui vont devoir s'endetter pour pouvoir payer leurs factures. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, c'est où elles se priveront de manger,
ou elles s'endetteront, elles feront des crédits pour pouvoir payer la facture. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on aura un geste de Vilogia. Et là, encore maintenant, on découvre encore certains soucis. J'ai découvert, grâce au fait qu'ils ont commencé à tout rabattre, le contour de l'immeuble, mais le bas, on a des bouches d'égout et ils n'étaient pas au courant. On a les bouches d'égout qui ressortent de l'immeuble. C'est très agréable. Faire un bon temps, une bonne chaleur, là, c'est très appétissant. Et puis ben là, encore ce matin, j'ai découvert que normalement, sur le devant, on ne devait avoir que 2 entrées principales. Il y en aura 3 parce qu'un locataire va garder son entrée privée. Ouais, Hugo. Ouais, parce que soi-disant qu'il n'aurait plus les ouvriers pour abattre les marches. Ça, c'est l'excuse qu'ils ont donnée à des locataires qui ont demandé des explications. On n'a plus les ouvriers qu'il faut pour abattre la marche, donc les locataires qui étaient là avant garderont leur entrée privée. Donc là, ça commence à faire des bonds de nouveau dans les entrées. Et ça a été, on va prendre des avocats, Moi, j'ai dit, essayez de vous mouiller un petit peu, parce que moi, je commence à lâcher prise. J'ai d'autres soucis qui se sont mis, malheureusement. Je vais continuer, c'est pas ça, parce que je ne l'ai pas fait pour moi, tout ça. Moi, tout ça, je m'en serais sorti, je n'avais pas de dégâts comme les autres, mais les gens vivaient dans le moisi. Et on leur a dit, on va prendre en charge, mais pas tous les murs moisis. Si, on n'avait plus de VMC, il n'y avait plus de bardage, il faisait froid, il pleuvait, donc automatiquement l'humidité dans les appartements s'est installée. Et quand ils sont venus chez moi, parce que j'ai exigé qu'ils viennent faire, j'avais 3 murs moisis, ils ont dit « Ah, mais on ne peut pas faire tout le mur ». J'ai dit « Si, même s'il n'y a que la moitié de touché, vous faites tout le mur ». « Ah non !» J'ai dit « Vous prenez un pinceau et vous faites chaque tâche ». Ils ont fini par me faire tous les murs parce que je me suis de nouveau fâchée. J'ai dit, c'est pas grave, vous savez que j'ai des petits contacts, on va les remettre en route. Mais à chaque fois, il faut dire, on a des petits contacts. C'est usant. Et puis bon, quand j'ose répondre à un petit truc sur Facebook, tout de suite, on me dit, vous êtes en campagne électorale. Ah, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, hein, Sandrine? Voilà. Alors que j'ai osé titiller quelqu'un. Je n'ai pas été méchante, mais j'ai juste titillé. Bravo Sandrine. Lâchera pas Sandrine. Tu peux compter aussi. Sandrine. Tu m'entends? Voilà. Sandrine, tu peux compter aussi sur les camarades de la France Insoumise de Mons-en-Barœul, voilà, qui sont là, Émeric, d'autres camarades. Tu sais qu'on est avec toi. Une belle équipe. Et Hugo? Ah oui. Non mais partout, il est quand même député de la 2e circonscription de Mons-en-Barœul. En tout cas, tu peux compter sur nous. Sans plus attendre, je vous invite à deviner qui va intervenir en 3e position. Alors c'est un homme jeune, bon, beau gosse. Alors c'est par ailleurs un ami que je connais bien. Il est conseiller municipal dans l'opposition, pour le moment, à ALM, et vous savez qu'il est très tenace. Il défend la cause des habitants et les mois, quelle que soit leur situation, mais en particulier quand même, il faut dire les habitants des quartiers abandonnés de l'Épine, d'Obroski. On applaudit bien fort Lucas Fournier. Merci Khadija. Chers amis, je suis très fier de pouvoir m'adresser devant vous en tant que conseiller communal de la France Insoumise ALM. Je suis surtout très fier de pouvoir m'adresser devant vous 1 an après la réélection d'Hugo dans un pays qui ne soit pas gouverné par le Rassemblement national. Souvenez-vous les amis, il y a 1 an tout pile, c'était bien eux, les fascistes, qui étaient donnés gagnants par tous les sondages des législatives de 2025. Oui, selon les prédictions de tous, c'est eux qui allaient gagner. Nous les avons fait mentir grâce à notre mobilisation collective. Tous les jours sur le terrain, pour convaincre, pour mobiliser, nous avons déjoué tous les pronostics et partout, nous allons continuer à le faire. Ici, dans la 2e circonscription, nous l'avons emporté et nous avons mis aux racistes et aux macronistes la raclée qu'ils méritaient.
Nous l'avons fait de même dans la première circonscription du Nord. Ils l'ont fait à Paris dans la circonscription de Daniel dès le premier tour. Je veux remercier, comme Antoine précédemment avant moi, les militantes et les militants, celles et ceux qui ont permis la victoire d'hier et qui ont permis la réalisation de l'événement d'aujourd'hui. Je veux qu'on les applaudisse, s'il vous plaît, encore une fois, car ils ont fait un grand travail. Et la lumière fut. Mais nous l'avons aussi emporté dans le pays, en obtenant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Alors, cher Hugo, j'ai l'illusion de penser qu'aujourd'hui, nous ne devrions pas être ici. Nous devrions être place Beauvau pour fêter les 1 an d'Hugo comme ministre de l'Intérieur. Nous devrions fêter la mise en place d'une police de proximité. Nous devrions fêter la fin des contrôles au faciès dans les quartiers populaires et tant d'autres choses que nous avions dans le programme du nouveau Front populaire que certains trahissent aujourd'hui. Il y a 1 an, nous avons fait barrage aux fascistes. Mais la politique qui est mise en place aujourd'hui par Retailleau y ressemble quand même étrangement. Arrestation massive de personnes sans papier, menaces juridiques sur les responsables associatifs, syndicaux, politiques, sur le motif fallacieux d'apologie du terrorisme. Et je remercie notre député Hugo Bernalicis de l'avoir dénoncé. Preuve que les députés de la France insoumise sont parfois bien seuls quand il s'agit d'avoir du courage politique. La réalité, les amis, c'est que Retailleau et son gouvernement ont aujourd'hui une cible, nos compatriotes musulmans. La preuve par l'exemple au lycée Averroès, ce lycée musulman qui a été contrôlé un nombre incalculable de fois, alors que Stanislas, alors que Betaram n'ont jamais eu à subir le même traitement. Évidemment, dès le début, nos députés de la France insoumise, Hugo et Aurélien ici à Lille, Paul Vanier à Paris qui mène un gros travail sur le sujet, ont apporté leur soutien au lycée Averroès. En tant que conseiller communal d'Elem, j'ai formulé la proposition qu'Elem et Lille apportent officiellement leur soutien au lycée Averroès pour que le contrat d'association avec l'État soit rétabli. Je constate, sans étonnement aucun, que les mêmes qui permettent à Bayrou d'être toujours aujourd'hui Premier ministre n'ont pas eu le courage de soutenir ma proposition et ont donc laissé Xavier Bertrand, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Retailleau diffamer honteusement les parents, les personnels et les élèves du lycée Averroès. Nous réaffirmons donc ici dans cette salle notre plein et entier soutien au lycée Averroès. Nous savons à quoi mène cette politique qui consiste à stigmatiser toujours plus nos compatriotes musulmans. Des horreurs proférées toute la journée dans les médias, des agressions islamophobes en hausse, comme à LM en juillet dernier, où une femme a été sommée de retirer son foulard, et des drames horribles, comme celui d'Aboubacar Cissé ou de Jamel à Dunkerque. Je veux finir en disant ceci. À la France insoumise, que nous soyons aujourd'hui militants dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale, et j'espère demain au pouvoir et aux responsabilités partout dans le pays. Nous ne laisserons jamais tomber nos concitoyens musulmans et nous rétablirons l'unité que les racistes et les macronistes tentent de briser. Merci à vous. Merci Lucas. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va passer à notre invitée d'honneur aujourd'hui. Elle fait partie des premiers députés insoumises. En 2017, elle est élue auprès d'Hugo Bernalicis et auprès de Jean-Luc Mélenchon. C'est une militante très engagée, anticolonialiste, antiraciste. Elle est féministe. Elle représente très bien la France insoumise, la justice et l'égalité pour tous et toutes. Elle fait entendre aussi la voix des quartiers populaires. Elle dénonce les violences policières, le racisme systémique et la stigmatisation des immigrés. Sur le terrain, elle se bat sans relâche pour le service public, on l'a vu, contre la casse de l'hôpital public et contre la fermeture des classes et contre Macron et son monde. Elle est déjà venue en 2023. Nous avons été très heureux de vous accueillir à l'époque. Elle en était pas très, je sais plus c'était où Hugo.
à la salle Courmont, pardon, à Les Moulins. Elle nous avait déjà rendu visite en 2023 et elle revient parce qu'elle est ici chez elle. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Danielle Obono. Merci. Waouh. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment pour cet accueil extrêmement chaleureux. Merci à Hugo pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je participe à ce moment de bilan de mandat de député. Et je voulais commencer par vous féliciter de cette belle organisation, mais féliciter les militants et les militantes que vous êtes, les citoyens et les citoyennes qui avaient rendu possible le fait que nous soyons ici pour discuter, échanger et célébrer cette nouvelle année de mandat d'Hugo. Parce que sans vous, rien n'aurait été possible. Sans vous, il n'aurait pas pu être élu une première fois en 2017 et réélu en 2022 et réélu en 2024. Et à chaque fois, je peux vous assurer, habitants et habitantes de cette circonscription, qu'à chaque fois, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix et je peux en parler parce que, élu moi aussi en 2017, je me suis retrouvée être son binôme alors que nous n'étions que 17, un petit groupe d'irréductibles, insoumis et insoumises à l'Assemblée nationale. Et on s'est retrouvés ensemble à la commission des lois. Hugo, il avait direct en tête, il savait qu'il voulait y aller, il savait qu'il y avait Beauvau en ligne. Et voilà, moi je me suis trouvée un peu par hasard en fait. Et c'est vrai. Et depuis, figurez-vous, c'était pas la commission en vérité qui attirait le plus de monde. Parce que vous savez, nous les gens de gauche, c'est les questions sociales, la question du travail, etc. C'est pas les questions de sécurité, on regarde ça un peu de loin. En tout cas, moi, je regardais ça un peu de loin, de manière un peu suspecte et suspicieuse. Et en vérité, je crois que le travail qu'a fait Hugo Bernalicis, essentiellement, je l'avoue, moi, j'y connaissais rien. Et c'est grâce à lui, en vérité, que j'ai compris l'importance de ces sujets, que j'ai compris, y compris l'histoire de nos courants politiques, l'histoire des luttes des nôtres pour créer et gagner les droits et libertés fondamentales qui sont battus en brèche depuis maintenant 8 ans et qui forment l'armature en fait des sociétés, la garantie et la protection pour les citoyens et les citoyennes. Et c'est véritablement Hugo, je crois, qui a permis, alors que nous n'étions que 17, alors que nous avons fait face dès le début du mandat, ça faisait partie des premières lois de régression de la Macronie, après l'attaque sur le Code du travail, avec la loi travail pénico, ça a tout de suite été les attaques sur la question des droits et libertés fondamentales, avec, rappelez-vous, l'introduction de l'état d'urgence dans le droit commun, et puis les lois immigration qu'on a eues à peu près tous les ans et demi à la suite. Et en fait, pendant les 3 mandats maintenant que nous avons vécu, ça a été un détricotage à la fois des droits sociaux et de nos droits et libertés fondamentales. Et je crois que si la France insoumise, notre groupe, a été, dès le départ, celles et ceux qui ont refusé, par exemple, de se rendre à une manifestation de policiers factieux qui expliquait qu'il fallait en finir avec la Constitution, qui expliquait que le problème de la police, c'était la justice. Nous avons été les seuls à tenir bon face à cette dérive extrêmement grave. Je crois que nous avons humblement pour ma part et grandement pour Hugo, participé à créer justement une conscience et une homogénéité forte dans notre groupe parlementaire, mais aussi dans le travail programmatique, puisque, vous le savez, Hugo est un des co-rédacteurs de notre programme sur ces questions.
Et dans le moment que nous vivons aujourd'hui, ça a été dit à l'instant, avec l'offensive réactionnaire du bloc bourgeois, c'est-à-dire du bloc qui est au gouvernement, l'alliance de la Macronie et des LR, qui aujourd'hui a aussi comme stratégie, pas simplement de plaire à l'électorat de l'extrême droite, mais véritablement de prendre de plus en plus des éléments du programme de l'extrême droite, d'utiliser de plus en plus les outils de l'extrême droite de manière structurelle et stratégique, comme la question du racisme, et sous sa forme aujourd'hui qui est une forme de racisme d'État vis-à-vis des exilés et vis-à-vis des personnes de confession musulmane dans ce pays. Quand on voit les dégâts que cause cette stratégie politique qui est menée du plus haut sommet de l'État et dont les conséquences sont à la fois l'approfondissement des discriminations quotidiennes que vivent des millions de nos concitoyens dans ce pays, mais qui se traduisent aussi par ce qui a été dit, c'est-à-dire des actes, des violences, des meurtres islamophobes, xénophobes. On ne peut pas sous-estimer l'importance d'avoir au cœur de notre vision, et grâce au travail notamment d'Hugo Bernalicis, une vision claire de ce qu'est notre idée de la société, de ce qu'est et de ce qui constitue le socle de la société, de la République. Oui, de la République dans laquelle nous voulons vivre, une République où, y compris et surtout la police, qui a un pouvoir, qui a des responsabilités, doit rendre compte et doit être au service des citoyens et non pas au service d'un pouvoir qui réprime, qui matraque, qui discrimine. Dans le moment politique, y compris avec la dimension internationale qu'il y a actuellement dans l'actualité, nous avons été celles et ceux qui portons haut et fièrement le drapeau de la paix, qui parlons clair et ferme en défendant le droit international. Et la question du droit international, et c'est là où on fait le lien entre les batailles que nous menons à l'Assemblée, que nous avons menées à l'Assemblée pied à pied, contre toutes les remises en cause de ce qu'on appelle l'état de droit, et aussi avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, parce que c'est le même état de droit construit il y a près de 80 ans maintenant. Cette semaine, nous fêtons les 80 ans de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies qui inscrit dans le marbre cette promesse faite aux générations de combattre les guerres et de ne pas permettre que ce qui s'est passé au XXe siècle, les deux guerres qui ont produit des crimes contre l'humanité, qui ont produit des génocides, ne se reproduisent plus, alors même que nous fêtons cet anniversaire et que nous voyons ce qui se passe en Palestine et que nous voyons la responsabilité des États, de notre propre gouvernement, dans soit à minima l'inaction, soit la complicité avec ceux qui commettent ces crimes. La question du droit international et de la défense du droit et de l'état de droit est un enjeu plus crucial que jamais. Et c'est aussi et c'est enfin, effectivement, ce qui fait la différence entre les insoumis et les insoumises que nous sommes et beaucoup d'autres personnes, supposément à gauche, qui partagent souvent, on va dire de bonne foi, ce que l'on peut défendre, mais qui ont tendance à avoir peur, justement, de matraquage médiatique, de l'offensive, des anathèmes, des insultes. Mais c'est parce que nous avons la tête dure et la tête bien faite, avec une vision claire, que nous sommes en capacité, justement, de tenir bon. Et je crois que c'est ça qui a convaincu, depuis 2017, les citoyens et les citoyennes de cette circonscription à voter et revoter pour Hugo Bernalicis. Ça a été le cas également partout en France, et c'est ce qui a fait que de 17, nous sommes passés à plus de 70 et nous sommes passés à être la première force avec le nouveau Front populaire qui a réussi à battre l'extrême droite et à porter un programme de transformation profonde de la société pour rompre avec le macronisme. Ce
Ce que nous avons été capables de faire, nous sommes capables de le refaire. Et nous devons être capables de le refaire parce que ce qui est face à nous aujourd'hui, c'est un véritable choix de société. Entre le chacun pour soi des macronistes et le tous contre tous des lepénistes et de l'extrême droite, nous sommes celles et ceux qui défendons le tous ensemble, tous et toutes ensemble. Parce que nous savons que face à ce qui est la menace existentielle, la véritable menace existentielle pour l'humanité tout entière aujourd'hui, à savoir le dérèglement climatique, face au niveau où le capitalisme a aujourd'hui mené la planète, seule la solidarité, seule l'entraide nous permettront en tant que société de faire face. Nous permettrons en tant que société d'affronter ce défi civilisationnel qui est le nôtre. Et c'est non pas en détruisant les droits, mais en les renforçant, en les développant, en les étendant au plus grand nombre, que nous serons plus forts, que nous serons une société véritablement résiliente, que nous serons une république digne de ce nom et digne de la grande histoire dont nous sommes les héritiers et les héritières, celle qui a compris les droits des travailleurs, les droits des femmes, celle qui a permis l'émancipation individuelle et collective, et celle que je suis fière de défendre chaque jour à l'Assemblée nationale avec votre éminent député Ugo Bernalicis, dont je félicite encore une fois le mandat et que je suis très heureuse de pouvoir accompagner chaque jour dans la bataille parlementaire. Merci à vous tous et toutes. On ne lâche rien. Bravo. Merci Daniel. On ne lâche rien. Et lui non plus ne lâche rien. Vous le connaissez, votre député de la 2e circonscription, il est tenace, il lâche rien, il travaille, il bosse. Il est parmi les députés, je pense, à ceux qui proposent le plus de... Ah, bon, ça, on le sait, hein. C'est un bosseur, on sait que c'est un bosseur. Et c'est une référence quand même en matière de justice et de police et de sécurité dans notre pays. Je vous demande d'applaudir Ugo Bernalicis. Monsieur le maire, que je vois arriver au fond, si tu veux venir, Patrick, monsieur le maire de Fèche-sur-Ménil. Non, mais parce que... Il voulait arriver discrètement, c'est raté. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Chers amis, vous êtes nombreuses et nombreux ce soir et pour moi c'est un message particulier, pas un message que je reçois directement moi-même, mais un message aussi qu'on envoie. Vous savez, et je vais en commencer par là avant de passer à un certain nombre de remerciements des camarades qui sont présents, au fait qu'on puisse tenir cette réunion. L'année dernière, je ne l'ai pas tenue. On vous a expliqué pourquoi. D'habitude, au mois de juin, c'est à peu près l'année, l'étape du bilan d'année. Et là, paf, patatras, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. Donc, la réélection a valu bilan de mandat, puisque finalement, c'est sur la base du bilan que... Mais je n'ai pas pu le formaliser avec vous dans ce qu'on faisait là. Et puis, par le passé, on faisait le bilan de mandat à LM, à la salle des Acacias. Et il se trouve que la salle des Acacias a brûlé lors des révoltes qu'il y a eu dans les quartiers populaires en réaction à l'assassinat, et on peut dire maintenant assassinat ou tout au moins meurtre, du jeune Naël, vous vous souvenez, dans le cadre d'un refus d'obtempérer, et on peut être content que la justice ait donné suite dorénavant à cette affaire. On attendra le procès, mais en tout cas que la bataille qui a été la nôtre pour faire reconnaître la justice et la vérité puisse aboutir. Mais donc, je ne pouvais pas faire mon bilan de mandat à la salle des Acacias. Aïe, pas disponible. Pourtant, elle était pratique, station de métro, accessible, une grande taille, un peu plus grande qu'ici, ce qui aurait permis à tout le monde d'être assise et assis.
Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a sur la circonscription, pas loin d'un métro, pour que ce soit accessible, que les gens puissent venir, s'impliquer, voir, écouter ce qu'on a à dire. Parce que les élus qui sont là, s'ils ne rendent pas compte de leur activité, à quoi bon? Moi, je peux faire élu, député dans mon coin, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce n'est pas ça qui vous intéresse particulièrement. Et donc, assez vite, on s'est rapproché du centre social, et ça faisait sens pour nous, que ça se passe au centre social. Ça fait sens parce que le centre social, les centres sociaux, sont des acteurs de la vie politique locale et de la vie démocratique. C'est ça, ce sont les centres sociaux qui permettent de maintenir allumée la flamme dans les quartiers, et notamment les quartiers populaires, de faire en sorte que les habitantes et les habitants se disent « la chose publique, ça m'appartient aussi. C'est à moi que ça appartient et j'ai un droit d'avoir un avis sur ce qu'on fait de la chose publique dans mon quartier et plus largement dans mon pays et là où je vis. » Parce que je dis mon pays, mais notre message ne s'adresse pas juste aux Françaises et aux Français. Bien sûr, les Françaises et les Français m'auraient élu. Mais il y a des tas de gens qui ne sont pas Françaises ou Français et qui habitent avec nous dans les mêmes quartiers et qui n'ont pas moins de droits que les autres. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de vote, d'accord, mais du reste, nous avons les mêmes droits toutes et tous. Et ça, nous le tenons de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la glorieuse Révolution française, et c'est cet esprit-là que font vivre les centres sociaux. Et donc d'abord et avant tout, je voulais redire merci à Armand, qui est le président du centre social, d'avoir permis que se tienne cette réunion et ce bilan de mandat. Je l'ai fait d'ailleurs par le passé à Mont-Saint-Barreul, à l'invitation du centre social de Mont-Saint-Barreul, à venir échanger avec les jeunes, avec les habitants. Je l'ai fait avec la maison de quartier Caramel aussi, là-bas. Je suis déjà venu ici par le passé au centre social, discuter avec les habitantes et les habitants, rendre compte de mon activité. De se dire que le député, c'est pas celui qui est à Paris, qu'on voit à la télé, qui est intouchable, inaccessible et à qui on ne peut jamais parler. À qui on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, parce qu'on peut me dire qu'on n'est pas d'accord avec moi. Bon, ils nous le disent souvent à la télé, donc on pourrait s'en passer. Mais et je suis très heureux quand vous me dites que vous êtes d'accord avec moi aussi. Hein, ne vous retenez pas non plus en la matière. C'est vraiment important de rappeler ces éléments de ce qui constitue la démocratie, y compris la démocratie locale, sans quoi nous ne serons rien et nous prêcherions dans le désert. À quoi bon? Je sais que la mairie, pardon, pas la mairie, Monsieur le maire n'était pas d'accord avec le fait qu'on tienne cette réunion. Je lui dis qu'il commet une erreur de la sorte et j'aurais aimé qu'il soit là ce soir pour écouter, y compris mon bilan de mandat. Moi, j'écoute ce qu'il a à raconter et qu'il a à dire. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, c'est vrai, mais ça fait partie de la vie démocratique que de rendre des comptes, d'être dans l'échange, d'être dans le dialogue, y compris quand le ton monte. Et donc vraiment, je veux dire merci à la mairie qui permet que le centre social existe et s'organise. Merci à tous nos outils de service public qui permettent la matérialisation de l'intérêt général. C'est ça qui est important pour nous, et c'est ça qui doit nous importer toutes et tous. Alors je veux remercier évidemment mes collègues députés, Aurélien Lecoq, qui est ici député de la première circonscription, membre de la commission des finances, Daniel, qui est, vous l'avez compris, on a une histoire particulière à deux, c'est ma binôme de choc. Quand on est arrivé à l'Assemblée nationale en 2017, on était deux à la commission des lois. En fait, on était deux, voire trois en fonction des tailles des commissions, mais nous, deux. Et la commission des lois, ça fait partie du bilan de mandat, c'est la commission, ok, on va se lancer des fleurs, qui travaille le plus, qui examine le plus de textes. En général, dans une année parlementaire, environ 50% de tous les textes qui sont discutés à l'Assemblée nationale passent par la commission des lois. Or, il n'y a pas deux commissions, parce que s'il y en avait deux, 50-50, je vous dirais ok, non, il y a 8 commissions permanentes. Okay, et la commission des lois, c'est 50%. Donc, on n'a pas eu de quoi s'ennuyer de 2017 à 2022. Et on n'a toujours pas de quoi s'ennuyer de 2022 à 2024, et ensuite depuis 2024. Et pourquoi? Ça a été dit, il y a beaucoup de textes à la commission des lois, parce qu'il y a beaucoup d'attaques contre nos droits fondamentaux. Vraiment, j'y reviendrai ensuite, je ferai une petite liste assez rapide, je ne rentrerai même pas dans le détail, mais pour vous montrer la charge, l'offensive que nous avons subie sur les droits et libertés dans notre pays. Merci à Monsieur le maire, merci à Mireille pour l'association France-Palestine Solidarité d'être présente et à toutes les militantes et les militants de la cause palestinienne et au comité qui s'est monté aussi ici à Villeneuve-d'Ascq de se battre sur ces questions de droit international et on refera le lien avec pourquoi ça nous intéresse
pourquoi ça nous intéresse et que ce n'est pas juste un truc à l'autre bout du monde, déconnecté, ça nous intéresse directement. Daniel en a déjà beaucoup parlé. Antoine, pour le syndicat des avocats de France, avec qui on a beaucoup bataillé, parce qu'effectivement, si on parle justice, sécurité, on a là des alliés qui tiennent aussi la tranchée dans leur domaine à leur manière. Je veux penser aux camarades de la CGT, évidemment, ils sont plusieurs, je ne vais pas commencer à tous vous citer, parce que chacun dans vos branches, mais j'en vois un qui est là, de la CGT, je ne sais même pas si on dit Indecosa, ça nous intéresse de parler de Mohamed, parce qu'en fait, en réalité, c'est pareil, ça fait partie de nos relais quand nous, on va batailler sur la question du logement social, voir les habitantes et les habitants, ce qui était raconté par Sandrine tout à l'heure. Nous, on est comme tous, on n'a pas des gros moyens non plus, y compris moi en tant que député, mon équipe parlementaire, c'est 3 personnes. Je ne vais pas régler tous les problèmes des gens, je ne suis pas une mairie, je ne suis pas une administration en ce sens. Et heureusement qu'on a des militantes et des militants comme Mohamed, comme la CGT Indecosa, qui peuvent ensuite prendre les dossiers, aller voir le bailleur, avec nous, notre appui derrière, et régler concrètement le problème des gens. Franchement, gloire à toutes les militantes et à tous les militants. Je vois Cédric Brun, qui est aussi conseiller régional, lui très en pointe sur la question d'ArcelorMittal, et vous avez vu ce qui se passe avec Arcelor. Et croyez pas la propagande du patronat et du patron de M. Mittal en les circonstances. Je me permets de faire des petites digressions en vous voyant les uns les autres, parce que ça rentre bien en considération avec le bilan de notre activité récente, où nous sommes rendus sur place à Arcelor, pas plus tard que la semaine dernière, pour se battre. Et heureusement que nous avons Aurélie Trouvé, notre camarade présidente de la Commission des affaires économiques, qui a pu recevoir les patrons et leur demander de s'expliquer. Bon, ils ont menti tout le long, on le sait. Mais justement, on peut pointer ces contradictions. Mais ce qu'a fait aussi Aurélie, et parce qu'avant, ce n'était pas la gauche qui gérait la Commission des affaires économiques, c'est de recevoir dignement les salariés d'ArcelorMittal, c'est-à-dire les travailleuses et les travailleurs, qu'ils soient considérés dans l'enceinte parlementaire de l'Assemblée nationale, et que ce ne soit pas comme d'habitude, on reçoit le patron qui nous dit « Ah non, mais vous savez, l'acier, bien sûr, j'ai un plan d'investissement, ne vous inquiétez pas, Mittal va rester en France, là on fait juste une réduction de quelques effectifs, mais globalement, ne vous inquiétez pas, les investissements, on s'engage à les faire. » Mais quand vous savez ce que vous disent les camarades sur place là-bas, c'est que pour qu'il y ait des fours nouvelle génération, des fours électriques, il y a besoin d'une puissance électrique particulière. Et donc ces fours ne peuvent pas être mis en marche s'il n'y a pas le projet de 8 km, je dis ça de mémoire, de ligne à très haute tension qui raccorde le point électrique le plus proche de très haute tension à la centrale. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas faire marcher le four. Et alors croyez-vous que ce projet va avancer? Non, ce que nous disent les camarades, c'est que ce projet est en stand-by. Et donc si vous n'avez pas l'électricité pour amener jusqu'au four, il a beau vous expliquer que oui, il y aura des fours, on sait tous très bien que non, et qu'il est en train d'organiser le fait de dire à un moment donné « Ah oui, mais ça va être compliqué, ça va prendre quelques années pour faire cette ligne à très haute tension, donc vous comprenez, le marché mondial, vu ce qu'il est, je vais aller produire au Brésil, je vais aller produire en Inde, et je vous ramènerai l'acier pour moins cher. » Parce que c'est ça qui est en train de se passer avec Mittal. Et donc heureusement qu'on a le groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale pour pointer du doigt tous ces mensonges du patronat, pour être aux côtés des salariés qui se battent parce que c'est dur. Quand vous êtes là, vous perdez votre boulot. Du jour au lendemain, il y a un plan social, vous êtes livré à vous-même. Le choix, à un moment donné, il est de se dire, est-ce que je prends le chèque qu'on va me faire ? Parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce qu'il faut que j'aille dans la lutte? Et c'est dur quand on va dans la lutte. Je sais que c'est dur pour les camarades d'ArcelorMittal sur place, que c'est compliqué de mobiliser les gens, alors que s'ils ferment là-bas, ce n'est pas juste le site qui ferme. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'emplois autour qui vont être terminés et mettre la clé sous la porte. D'ailleurs, par capillarité, c'est peut-être 80 000 emplois qui pourraient être concernés dans le Dunkerquois par la fermeture d'ArcelorMittal. C'est de ça dont on est en train de parler. Et on sait que c'est précieux que notre présence soit là, aux côtés de celles et ceux qui luttent. Et c'est aussi notre rôle de parlementaire que d'être là où il y a des batailles sociales, des batailles économiques, des batailles démocratiques. Merci Cédric pour ta présence.
je vois nos camarades conseillers municipaux des différentes villes de la circonscription, et vous avez compris tout le lien que nous avions à travailler ensemble, que ce soit Lucas, que ce soit Antoine, que ce soit Catherine, que ce soit, je ne sais plus qui d'autre j'ai vu. Il y a les camarades de Mons, effectivement, qui sont là. Moi, je le dis depuis le début, j'ai été élu pour faire député. Donc, il ne faut pas me demander d'être là à tout ce qui se passe dans la circonscription comme événement public. C'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que ça me plaît pas. C'est juste que quand il y a un endroit où il faut être. Ça s'appelle l'Assemblée nationale. Et j'ai la faiblesse de croire que du coup, il faut que j'aille là-bas et que quand je suis là-bas, je ne suis pas ici. Et d'ailleurs, je dirais même à ceux qui me reprochent de ne pas être assez souvent là en circonscription, que moi, je ne les vois pas, eux, à l'Assemblée nationale. À chaque fois, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je ne vous vois pas à l'Assemblée nationale. Non, chacun est dans ses prérogatives. Les élus locaux font de la politique locale. Moi, je suis élu national. Je fais la politique nationale des lois qui sont discutées, votées à l'Assemblée nationale sur la base du mandat que vous m'avez confié à chaque étape. Et le dernier mandat, c'était celui du programme du nouveau Front populaire. Et alors là, je voudrais vous dire, le nouveau Front populaire a gagné les élections législatives. Alors on nous a dit non, vous n'avez pas gagné, on ne va pas nommer un gouvernement du nouveau Front populaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On dit non, vous n'avez pas gagné. Parce que regardez, si on fait la somme de tous les autres, finalement, ça fait plus que vous. Alors moi, je ne sais pas comment on appelle ceux qui arrivent en tête quand il y a une course, même si la somme de tous les autres peut faire une belle course aussi. Mais en général, ceux qui arrivent en tête, ce sont ceux qui ont gagné. Voilà. Mais Emmanuel Macron, il n'a pas trop compris ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je suis dans une situation en train de vous parler comme député d'opposition, alors que nous avons la majorité relative à l'Assemblée nationale. Ce n'est que par un arrangement et un bidouillage à l'intérieur du bloc bourgeois qu'ils ont pu à la fois d'abord nommer Michel Barnier. Non, mais en plus, il était, c'était Michel Barnier, quoi. Et ils ont pris un type de droite, là, mais quand même lunaire. C'est-à-dire ceux qui ont fait 6% aux élections législatives, c'est eux qui gèrent le gouvernement et le pays. Et les gens comme nous, quand on fait plus de 30%, on est là dans l'opposition. Je veux que vous en preniez conscience de cette anomalie démocratique. Parce qu'on a l'impression qu'on oublie chaque étape qui passe en chasse l'autre, et on finit par oublier qu'on est depuis le 7 juillet 2024 sur un coup de force autoritaire de la part d'Emmanuel Macron et de ses amis. Et le dernier en date, c'est François Bayrou. Non, mais il n'en a plus pour longtemps. Je ne parle pas de son âge, hein. Vraiment, je vous arrête tout de suite parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Non, mais parce que il dit à tout le monde qu'il essaye de faire une négociation sur les retraites, tant bien que mal, que lui, il voit qu'il ne veut pas rester sur un échec. Parce que ce serait trop dommage de la part de François Bayrou d'être sur un échec. Ce ne serait pas son premier, vous me direz. Mais toujours est-il qu'il nous a fait perdre 4 mois avec son conclave, avec la complicité de quelques-uns. C'est-à-dire que ça fait 4 mois qu'il continue de faire de l'obstruction parlementaire, ou de l'obstruction tout court. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se trouve que dans l'année qui vient de s'écouler, j'ai eu une responsabilité particulière que m'a confiée le groupe. C'est celui d'être rapporteur de la proposition de loi d'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron. Et je remercie le groupe de m'avoir confié cette responsabilité. Parce que c'était pas si simple. Enfin, moi, d'habitude, vous savez, je suis sur les questions justice et sécurité. On s'est dit, bon, pourquoi il va parler des retraites, celui-là? Eh bien, parce qu'on s'occupe de tous les sujets dans le groupe parlementaire de la France Insoumise. Et croyez bien que quand on est invité sur un plateau télé, ils ne vont pas dire « Alors attendez, vous occupez que de ça, donc je ne vous pose pas de questions sur les retraites. » Et je vous pose... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, nous sommes des militants politiques aguerris. Bien sûr que nous avons des spécialités, des marottes, mais globalement, nous sommes très heureux de pouvoir nous battre sur tous les fronts. Et c'était ma grande fierté personnelle et pour le groupe d'être le rapporteur de ce texte. Mais
Mais, alors même que nous avions obtenu le vote de l'abrogation en commission des affaires sociales, alors même que nous avions gagné l'abrogation en commission des affaires sociales, les macronistes et le bloc central avec les LR ont fait de l'obstruction parlementaire pendant 11h30. Car, je vous le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, les niches parlementaires, comment ça se passe à l'Assemblée nationale? Nous, j'ai, avec mes collègues députés, tenez-vous bien, le droit à une journée par an pour proposer des lois. Une journée. Oui, vous croyez que député, on peut poser des lois comme on veut, voilà, on n'a que ça à faire. Eh bien oui, on n'a que ça à faire, penser à des lois, mais on n'a qu'une journée en tant que groupe d'opposition pour les défendre concrètement. Et la règle est très dure. Vous avez les 11h30 de la journée, ça commence à 9h, ça finit à minuit, avec les pauses entre les deux, et ben, on vote tout ce qu'on peut voter, mais à minuit, quand c'est minuit, ça s'arrête. Donc si on n'a pas voté, ben, ça s'arrête. Et donc tout le jeu des macronistes, ça a été de faire des amendements d'obstruction parlementaire pour nous empêcher de voter et faire qu'à minuit, on soit toujours à l'article 1 ou article 2 du texte de loi d'abrogation. J'étais aux premières loges, c'était moi le rapporteur. Alors du coup, en plus, c'était un peu frustrant parce que j'ai nécessairement pas trop parlé, puisque l'idée, c'était d'aller le plus vite possible pour qu'ils ne puissent pas faire d'obstruction. Position délicate. Et puis eux-mêmes nous disaient, mais vous, les insoumis, vous avez fait de l'obstruction aussi. Alors, et pourquoi pas nous, on n'en ferait pas, hein? Alors, bon, ça fait un peu cours d'école, j'en conviens, mais c'était vraiment leur argument, un de leurs arguments. Mais je leur dis, il y a une différence notoire entre l'obstruction parlementaire que nous avons fait, nous, et la leur. Bon, déjà, on n'est plus doués qu'eux pour faire ça. Clairement, nous, on arrive à trouver des arguments, certes, qui prennent du temps, qu'on répète et qu'on remet sur l'ouvrage, mais des arguments. Eux, ça a été des trucs, voilà, oui, mais vous l'avez fait, pas nous, et pourquoi, gna gna gna, enfin, c'est des trucs nuls, quoi, hein. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, pourquoi nous avons fait de l'obstruction parlementaire pendant la réforme d'Emmanuel Macron en 2023? Pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous avions la majorité du peuple français derrière nous contre cette réforme des retraites. Et c'était la volonté de la majorité des Françaises et des Français de mettre en échec cette réforme. Et donc, c'était notre responsabilité de porter cette voie-là par les méthodes de l'obstruction parlementaire. Mais eux, ils ont fait de l'obstruction au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom des marchés financiers, de la stabilité économique de la France. Et depuis, on se pince sur la stabilité économique de la France. Parce qu'ils sont au pouvoir depuis 8 ans, ils nous ont endettés comme c'est pas permis, il n'y a plus rien qui rentre dans les caisses, et après, c'est vous qui allez devoir payer. Vous savez qu'ils vont nous mettre une TVA sociale là qui va arriver. On vous avait prévenu, déjà pendant la campagne présidentielle de 2022, que c'est ça qui allait se tramer. Et donc heureusement qu'on est tous les uns les autres à nos postes de combat en train de faire sortir ces informations, de les mettre en circulation, de faire notre travail d'éducation populaire, parce que je pense que c'est ça aussi le travail de parlementaires et d'élus en général, c'est un travail d'éducation populaire. Bon. Je vous avais demandé de parler sur quelques thèmes, parce que j'aime bien savoir ce que les gens veulent, pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce dont il est question, quels sont les sujets qui vous intéressent. Je ne vais pas être très long sur la question du logement et des locataires, mais dire que ce qu'on a fait avec Sandrine, ce que j'ai fait modestement, c'est parce que moi, je suis le député, donc du coup, quand je viens, je fais une vidéo, la presse vient, fait un article, le maire du coin le voit, il n'est pas forcément content, du coup il réagit, le bailleur il n'est pas content non plus, et sur X ou sur Blue Sky ou sur d'autres réseaux, du coup il voit qu'on lui fait une mauvaise publicité, donc il se dit on va peut-être envoyer quelqu'un quand même. Mais c'est pas mon travail en vrai, hein. Moi je vous l'ai dit, mon boulot c'est d'être à l'Assemblée nationale, de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement. J'y reviendrai tout de suite après sur ce contrôle de l'action du gouvernement. Mais ce n'est pas de faire de l'aide aux gens. Bien sûr, on le fait parce qu'on est des militants politiques, parce que toute personne qui vient nous voir, qui subit une injustice, c'est insupportable pour nous et qu'on a envie de régler les problèmes. Mais moi, je veux dire, encore une fois, toute ma reconnaissance pour celles comme Sandrine, mais comme d'autres camarades, la CGT Indecosa et d'autres, les associations populaires d'urbanisme, par exemple, et des représentants des locataires, qui se battent et qui sont nos relais et avec qui on a réussi à construire des habitudes de travail pour protéger un minimum celles et ceux qui subissent
les affres du capitalisme et du macronisme débridé tel que nous le vivons aujourd'hui. Et cette question du logement social, elle ne tombe pas du ciel. On a eu un débat parlementaire, alors pas dans les 2 dernières années, donc ce n'est pas directement le bilan de cette année, mais il y a eu la fameuse loi Elan, votée par les macronistes, qui allait révolutionner le mode d'organisation et de fonctionnement, pardon, que dis-je, la gouvernance des bailleurs sociaux dans ce pays. Rien que ça. Et que vous alliez voir ce que vous alliez voir, on allait mettre un coup de pied aux fesses aux bailleurs sociaux qui apparemment avaient des économies, bon, et qu'il fallait les pousser à investir, à construire du logement. C'était ça le plan. Avec des petits articles aussi, on autorise la vente à la découpe d'appartements et que c'est ça qui allait potentiellement financer la construction de nouveaux logements. On se pince. Des gens qui sont dans des logements sociaux déjà en difficulté, qui vont racheter leur propre logement dans une copropriété avec un bailleur qui n'est pas forcément un bon copropriétaire, et on croit qu'on va régler les problèmes comme ça. Quel est le constat de 2025 ? On n'a jamais construit aussi peu de logements en France qu'en 2025. On manque de logement social dans le pays. Voilà le bilan des macronistes. Voilà pourquoi on a besoin d'avoir des députés qui s'impliquent à l'Assemblée nationale, qui mettent en échec ce genre de texte. Et que ce n'est pas une question ésotérique à Paris, que ça a des conséquences concrètes sur la vie de chacune et de chacun. Conséquence ici, locale, c'est quoi? C'est la privatisation de l'île métropole Habitat. C'est la conséquence directe de ce texte de loi Elan. C'est la conséquence directe parce qu'ils ont été pris à la gorge, en incapacité de pouvoir régler les problèmes concrets et devant faire appel à des capitaux privés. Voilà le fond de l'affaire. Donc, il est de ma responsabilité de vous rappeler ces éléments-là. Et puis, évidemment, le rôle de député, c'est le contrôle de l'action de l'exécutif. Le contrôle de l'action de l'exécutif se matérialise de différentes manières. Vous savez, vous l'avez peut-être vu, et si vous ne le saviez pas, et vous ne vous en souvenez plus, en 2019, j'avais présidé une commission d'enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le document est toujours disponible, toujours d'actualité. Je crois que le constat n'a pas bougé de grand-chose, surtout pas au moment où, dans une affaire du jeune à Marseille qui s'est fait tuer par la police, on perd, je ne sais plus, 9 scellés qui disparaissent. Bref, le sujet est toujours d'actualité. Les commissions d'enquête parlementaire, c'est le max de ce qu'on peut faire en termes de contrôle de l'action, et ce n'est pas si génial que ça, en vrai, en termes de moyens qu'on a pour les parlementaires, mais c'est important. Là, en ce moment, je conduis à nouveau, et vous aurez les conclusions de tout ça en septembre-octobre, quand on le présidera à la commission des lois, je suis en train de refaire un travail sur la réforme de la police nationale par sa départementalisation. Vous avez peut-être entendu que Darmanin avait fait une réforme pour réorganiser la police. Et bon, je ne veux pas tout divulgacher, mais ça ne marche pas très bien. Bon, après, c'est Gérald Darmanin, donc vous me direz, il y a une logique. Il y a une logique. Et donc, vous aurez ça dans un beau document, avec un co-rapporteur macroniste, très bientôt. Mais il y a un sujet que j'ai suivi pendant 2 années, 2022-2024, avant la dissolution. Après, on a rebattu les cartes, y compris entre nous. J'ai été rapporteur pour avis sur le budget de l'administration générale et territoriale de l'État. Ça, c'est pour faire bien, en mode je connais mes sujets, etc. Qu'est-ce que c'est l'administration générale et territoriale de l'État? En gros, c'est les budgets des préfectures et des sous-préfectures. D'accord? Grosso modo. Il y a d'autres choses dedans, mais c'est grosso modo ça. Et il y a dedans un élément qui m'intéresse parce que vous aviez voulu que j'en parle, c'est la question de la gestion des titres de séjour en préfecture. Je vous le dis, une bonne partie de l'activité parlementaire et de mes équipes, et je vous les ferai... non, mais on va en profiter maintenant. Vous pouvez les applaudir. Raphaël, Antoine, Mustapha, qui remplace Solène, qui est en congé maternité, parce qu'ils n'en peuvent plus de devoir faire des courriers à la préfecture pour demander des titres de séjour à des gens qui devraient les avoir. Mais vraiment, Aurélien peut en témoigner aussi, Daniel à Paris, c'est généralisé dans le pays. À croire qu'il y aurait peut-être une volonté délibérée que les gens ne puissent pas avoir leur titre de séjour. Et j'en veux pour preuve M. Retailleau qui, il y a 2 semaines, fait un beau visuel pour expliquer qu'il y a moins 7% de titres de séjour de longue durée qui sont délivrés en France. Et alors, on doit se satisfaire de ça ? Mais je veux dire, autant qu'ils parlent de reconduite à la frontière, je comprends la logique, je ne suis pas d'accord, mais je comprends la logique.
Mais se satisfaire qu'il y ait moins de titres de séjour longs, mais c'est quoi? C'est juste de la xénophobie, c'est ça? C'est juste du racisme, en fait? Oui, je crains que ce soit ça. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'on fait des courriers à la préfecture pour des gens qui demandent un 3e renouvellement de carte de résident, c'est-à-dire des cartes de 10 ans. C'est-à-dire que la personne, ça fait 20 ans qu'elle est là. Normalement, c'est une procédure, ça fait 20 ans que tu es là, tu vas à la préfecture, tu as un récépissé, tu reçois le titre et fin de l'histoire. Non! Il y a un récépissé, plus de nouvelles. Les gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils se retrouvent sans papier. Et après, l'autre va expliquer qu'il va faire des rafles dans tout le pays pendant 2 jours. Voilà le monde dans lequel on vit en 2025 en France. Voilà ce qu'on combat à l'Assemblée nationale. Et ça va du courrier fait à la préfecture au rapport parlementaire que j'ai rendu, où la démonstration est faite de la volonté concrète, de mettre en échec l'accès aux droits fondamentaux et aux droits tout court et aux titres de séjour dans notre pays. C'est insupportable. Il faut que vous le sachiez. C'est documenté. Et c'est documenté parce qu'on est un certain nombre à s'appliquer sur ces sujets et à faire le travail. Vous l'avez compris, l'objectif, et j'en viens à ma conclusion, pour moi, dans mon bilan de mandat, c'est de tenir la parole donnée. Oui, ça m'importe d'être le relais du programme pour lequel les gens de la circonscription ont voté pour moi. C'est pourquoi je vous annonce qu'avec mes camarades, nous allons voter la censure du gouvernement de M. Bayrou suite au conclave raté. Qui aurait pu prédire, comme dirait l'autre? On croit rêver. Tenir bon sur les libertés fondamentales. Ça veut dire que sur les textes, notamment sur la remise en cause du droit du sol à Mayotte, sujet qui paraît si lointain. C'est pas si lointain, parce que propose Gérald Darmanin à la fin du débat sur le droit du sol à Mayotte? Il dit ça a l'air de bien marcher à Mayotte, de supprimer le droit du sol, ce qui n'est pas vrai par ailleurs. Tous les arguments, on les a à l'appui, ce n'est pas vrai. N'empêche qu'il dit quoi? Il faudrait faire un référendum pour supprimer le droit du sol tout court, dans tout le pays. Voilà comment il fonctionne. C'est pourquoi chaque bataille qui paraît si éloignée a des conséquences concrètes si on ne l'amène pas. C'est pourquoi, si on ne défend pas le droit international, si on ne défend pas les Palestiniennes et les Palestiniens, à la fin, il ne faut pas s'étonner que des gens ici en France piétinent le droit, piétinent le principe de l'état de droit. Et puis même, si certains voulaient avoir des liens, parce que des fois les gens ils leur font un lien concret, ah, c'est quoi mon lien et ce qui se passe en Palestine? Mais vous n'avez pas compris qu'il y avait potentiellement une escalade dans la région? Vous n'avez pas compris qu'il y avait des enjeux géopolitiques qui dépassent largement juste le sort des Palestiniennes et des Palestiniens qui sont là? Que le prix de l'énergie et à la pompe va augmenter, vous croyez pourquoi? Vous croyez pourquoi? Bien sûr que ça a des conséquences très directes, y compris chez nous. La guerre a des conséquences pour tout le monde à travers la planète. C'est pourquoi nous devons rester toujours, encore, tant qu'on sera là, des partisans de la paix, des militants de la paix et du droit international. Voilà ce qu'on fait avec mes camarades à l'Assemblée nationale. Et enfin, je terminerai parce qu'il est temps de partager un moment de convivialité, de dire que nous refuserons toujours la division du peuple français et la division des êtres humains entre eux. Oui, nous croyons en la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, l'intitulé n'est pas terrible parce qu'ils avaient oublié les femmes à l'époque. N'empêche que les droits humains, c'est quelque chose pour nous de fondamental. On ne distingue pas, il y a des droits naturels et imprescriptibles pour les humains. Oui, celui qui cherche l'asile en France aura avec nous sécurité, protection, asile. Oui, nous sommes pour l'accueil inconditionnel de tous ceux qui sont en difficulté, parce que ce sont nos frères et sœurs en humanité. Oui, nous refusons la stigmatisation des musulmanes et des musulmans de ce pays, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs. Parce que Aboubacar Cissé ne l'était pas, et pourtant,
Son sort nous intéresse. L'abject crime raciste et islamophobe qui a été perpétré contre lui, et d'autres ensuite. Oui, nous sommes ceux qui sommes pour l'unité des humains sur leurs revendications d'intérêt général. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que je fais à l'Assemblée nationale, et je vous remercie de m'avoir fait confiance à nouveau en 2024, et j'espère que vous renouvellerez ce soutien, pas juste à moi, mais à la France insoumise pour les combats futurs. Vive l'antiracisme, vive l'antifascisme, vive la République, vive la France.